SAE part en live. SAE part en live. Bonjour, je suis Christelle Munoz, directeur de la SAE, et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pendant 1 heure environ. Tout au long de cette émission, entièrement produite par les équipes et les étudiants de la SAE. Nous allons présenter chacune de nos filières, la filière audio, la filière cinéma, télévision, audiovisuel, avec un invité de marque qui va nous rejoindre tout à l'heure. Il s'agit d'Olivier Mégaton, célèbre réalisateur des films Colombiana, Taken, entre autres. La SAE est une école internationale créée en 1976 avec un campus à Paris. Mais c'est également un concept qui s'étend sur tout le territoire français, du sud au nord, de Toulouse à Bordeaux, de Lyon en passant par Nantes et Lille. Et pour nous parler donc des bassins d'emploi régionaux, j'aurai l'immense plaisir d'accueillir les directeurs de la SAE de Lille et de la SAE de Toulouse. Alors, la SAE aujourd'hui, c'est quoi? Tout ce que vous voyez à l'écran, tout ce que vous allez bien sûr voir, entendre, le son, le plateau, les lumières, ce sont les étudiants qui l'ont fait, encadrés par leurs équipes pédagogiques. La SAE, c'est une recette simple et efficace, beaucoup de pratique, et ce qu'il faut de théorie pour affûter sa pratique, bien évidemment. Savoir-faire et savoir-être au service des industries qui sont les nôtres. Allez, j'arrête de parler toute seule et j'accueille maintenant mes premiers invités pour nous parler de ce que l'on entend, c'est-à-dire la filière audio. SAE part en live. SAE part en live. Bonjour Rami, comment vas-tu? Ça va très bien Christelle, et toi? Écoute, ça va, ça me fait plaisir de te retrouver là, sur ce plateau de la SAE par en live. Alors Rami, je te présente, tu es donc le responsable audio de la filière, le responsable de la filière audio de la SAE. Ça commence. C'est ça? Depuis combien de temps, Rami? Depuis 2018 maintenant, mai 2018. Ah oui, ça date, ça ne nous rajeunit pas. Ah bah non. Alors, mais on s'amuse. Ah bah ça c'est bien, c'est l'essentiel, prendre du plaisir, c'est le top. Alors justement, les métiers du son, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ta filière, quels sont les métiers auxquels tu formes et auxquels surtout nous destinons nos étudiants? C'est directement préparer les étudiants à tous les cas de figure. Surtout, c'est qu'on fait venir des pros dans un premier temps durant les formations ici. C'est très important pour nous que des pros puissent voir les étudiants parce qu'on essaie de simuler la vie professionnelle déjà dans l'école. Et ensuite, on encourage tout le monde à faire des stages et c'est bien, les bonnes nouvelles, c'est que les stages seront obligatoires pour tous les étudiants en audio. Il y en aura à différentes périodes à travers les années en fonction des années et les spécialisations bien sûr, où là on va faire des alternances pour ces 2 spécialisations en audio, où là les étudiants vont complètement baigner dans le monde professionnel et ça va énormément les aider. Être bon en technique ne suffit pas, il faut plein de choses en plus comme la discipline, le savoir-être, il faut surtout faire des stages. Voilà, le but c'est de compléter ce qu'ils apprennent à l'école, la pratique et la théorie avec des expériences professionnelles. Alors justement, tu évoques le savoir-être. Alors ça prend quelle place finalement dans ces métiers, parce que je pense que c'est valable autant pour l'audio que pour le cinéma, la télé, l'audiovisuel. Le savoir-être, ça occupe une place prédominante, je pense, dans ces métiers? Bien sûr. C'est pour moi autant important que la technique et ne pense pas être le seul. La discipline, la ponctualité. Alors avec ton expérience et ton recul, du coup, la principale qualité finalement pour bosser dans le son, c'est quoi? Dans le son, la musique, je ne limite pas mon propos au son, mais la principale qualité. Avoir une bonne oreille et être prêt pour tous les plans. Désolé, c'est 2, mais ça va vraiment de pair, mais voilà. Avoir une bonne oreille, et ça s'apprend, c'est très important. L'écoute critique qu'on devrait avoir. Les outils, ça s'apprend même en lisant des manuels. Le plus important, c'est vraiment former l'oreille, toute une approche de méthodologie pour chaque domaine du son. Et voilà. Et bien sûr, en plus de tout ça, ce qu'on vient de dire. Eh bien, tu es accompagné d'un de tes étudiants, Tom. Bonjour Tom. Bonjour Christelle. Enchanté. Tu es dans quelle filière, en quelle année, qu'est-ce que tu fais à la SAE? Je suis en 2e année de bachelor audio à la SAE. D'accord.
Ok, ça fait, donc tu es en deuxième année, donc c'est l'année finalement finale, puisque jusqu'alors le bachelor est en 2 ans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs à avoir envie de suivre des études en audio? Tu venais de ce domaine-là, tu es musicien? Mais c'est ça, en fait, de base, je suis musicien. Je suis parti en Angleterre après mon bac faire une école de musique. D'accord. Dans laquelle j'ai obtenu un bachelor musique. Donc tu parles anglais couramment? Oui, on n'a pas parlé des langues, Rami, c'est un incontournable. Oui, bien sûr. C'est important. Très important. Il faut s'ouvrir. D'accord. D'accord. Oui, il parle très bien anglais aussi. Ah, c'est gentil. Je dis ça parce que c'est bientôt la fin et que, attention, les notes comptent. Oui, j'ai un mémoire qui arrive, donc... Encore un an. C'est ça. Et donc, du coup, ton parcours d'études avant, c'était... Donc, tu as fait des études au Royaume-Uni, de musique. Oui, c'est ça. Tu joues de quel instrument? Je fais la guitare, principalement. Je joue de la guitare. Est-ce qu'il est important, justement, ça amène à cette question, d'être un bon musicien pour faire de l'audio? Est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que c'est incontournable? Ou est-ce que finalement, c'est pas forcément une nécessité? C'est pas une nécessité, mais il faut avoir des connaissances de musique. Par exemple, si on est assistant son et qu'il y a un des musiciens dans la pièce qui nous demande quelque chose, ou alors quand on va avoir une feuille de musique devant nous, une partition, c'est bien de savoir la lire et de comprendre ce qui se passe en fait. D'accord. Et tu vises quel métier? Est-ce que c'est peut-être un peu tôt ou pas encore, mais en tout cas, dans quel univers tu as envie d'évoluer à la sortie? Le but, c'est de devenir ingénieur du son. D'accord. Moi, je suis toujours très dans la musique, donc probablement dans la musique. Mais j'ai découvert grâce à la SAE la post-production, et qui commence vraiment à m'intéresser beaucoup comme filière. Et du coup, je commence à faire des stages un petit peu. Je vais essayer de voir si je peux, pour découvrir un peu le métier de post-production. C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, la porte d'entrée dans une école d'audio, enfin, quand tu t'orientes vers une filière audio, quelle est-elle? Est-ce qu'ils veulent tous, alors je vais grossir le trait, devenir rappeur, beatmaker, et puis finalement on les amène à découvrir des nouveaux métiers parce qu'ils ne connaissent pas à l'entrée d'une école. Finalement, il y a quand même une diversité de métiers assez exponentielle dans les métiers du son et de la musique. Est-ce que finalement ça a été ton cas, Tom? Est-ce que c'est parce que tu as fait des écoles que tu as vu finalement qu'il y avait d'autres métiers que ces métiers-là, ou comment ça chemine? Moi, je me rends compte de plus en plus, beaucoup d'étudiants viennent aspirant que faire la musique, et une fois qu'ils goûtent un peu aux autres métiers du son, parce qu'on leur apprend, on fait le tour des domaines, ils trouvent aussi une passion pour ces métiers. Il y en a certains qui arrivent premier jour, c'est musique. À la fin, il me dit, Rami, je voudrais faire un stage en post-production, si tu arrives à trouver. Moi, je suis pour, parce que on apprend toujours des choses, on manipule toujours du son. Donc, on manipule des dialogues, on manipule des bruitages, on manipule des ambiances. Quand on manipule des notes musicales, on manipule du son. Et une fois qu'on apprend à en faire c'est très facile de translater plus tard. Il y aura toujours, bien sûr, ce que le stage va amener, c'est vraiment les étapes de production propres à chaque domaine. Mais dans l'absolu, manipuler le son, ça reste manipuler le son. D'accord. Et Tom, si un de tes amis demain te dit qu'il voulait faire de l'audio, tu lui donnerais quoi comme conseil? De s'élargir au plus de possibilités possibles, ne pas rester coincé dans un genre, ou si on parle de la musique évidemment, mais non plus dans des compétences, par exemple justement la musique ou la post-production. Il y a plein de métiers en rapport avec le son qui ne sont pas forcément branchés sur la musique. Donc rester ouvert vraiment à toutes les possibilités. Alors, tu parles de rester ouvert à toutes les possibilités. Est-ce que ça inclut finalement s'ouvrir aussi à une certaine forme de culture? Parce que il y a un des travers, je pense que c'est intergénérationnel, mais la curiosité, ce sont des métiers où il faut être curieux, où il faut avoir une culture. Si on parle d'audio, il faut avoir une culture musicale, mais pas que. Il faut aussi peut-être avoir une culture cinématographique, audiovisuelle. Enfin, selon toi, comment tu as forgé justement cette culture dans ton parcours là actuellement? En s'ouvrant à tout en fait. C'est vraiment, oui, c'est ça, il faut être curieux, parce qu'on sait que les musiciens n'ont pas tendance à avoir toujours les mots pour décrire exactement ce qu'ils veulent. Donc ils vont nous dire, je voudrais une batterie dans ce genre, ou dans le genre de quelque chose comme ça, ou une atmosphère par exemple dans le style du film. Et du coup en fait il faut connaître toutes ces choses-là. Et si justement, si on reprend le cas de ton ami qui souhaiterait rejoindre la SAE, quel est le point fort finalement de cette école selon toi, d'un œil étudiant? Il n'y a pas qu'un seul point fort évidemment. Le premier, c'est tout d'abord les locaux. Vraiment on rentre dans la SAE, on voit on voit plusieurs studios
qui sont vraiment très bien équipés, l'équipement. Ça fait vraiment très professionnel, parce que j'ai vu des vrais studios professionnels. Par exemple, j'ai fait un stage à Ferber. Vraiment, on ressent l'atmosphère en fait d'un vrai studio. On n'est pas dépaysé en fait entre l'école et la réalité. D'accord. Tu confirmes tout ça, Rami? Ah, ça me fait plaisir même d'apprendre. Eh bien super. En tout cas, merci messieurs pour vos témoignages. Et avant de vous laisser partir, vous allez inaugurer une rubrique de la SAE par en live. C'est la rubrique Soundbox. Alors, à toi l'honneur, Rami, parce que j'ai cru comprendre que tu avais bossé sur le sujet. Ah, bon, ok, cool. Donc, Soundbox, c'est un concept très simple. On va lancer un challenge. D'ailleurs, les personnes qui nous suivent online ou en direct peuvent aussi y participer via les commentaires. Il n'y a rien à gagner, un truc à gagner ou pas? Je sais pas. On va discuter plus tard. D'accord, on discute plus tard. Mais le but, c'est de se dire, on va vous faire écouter un son. Il faut essayer au maximum de deviner c'est quoi le son. Après, il y aura une réponse. Alors, ça tombe bien puisqu'il faut avoir l'oreille dans votre métier. En tout cas, je tiens juste à préciser à nos internautes, à nos spectateurs que je ne sais pas moi-même de quoi il s'agit. Et vous aussi qui nous regardez, eh bien, vous pouvez jouer avec nous et essayer de deviner ce que l'on va entendre. Allez Rami, c'est parti pour le son numéro 1. Super, c'est parti. On est parti. Ça fait mal, ouais, je pense. D'accord. Donc là, on entend comme un os qui craque, c'est ça? Ouais. D'accord. Une articulation qui sort de sa jointure, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est pas du tout ça. D'accord, ok. Donc tu vas nous expliquer comment c'est fabriqué, parce que moi c'est ce que j'entends. Hein. J'entends un truc qui craque quand je... Ouais, par exemple, je fais ça, voilà. Ça marche effectivement, mais il y a d'autres moyens moins pénibles de le faire. D'accord. En bruitage surtout, et en fait, parfois il suffit juste de casser un bout de céleri. Un bout de céleri? Oui. Donc la réponse du premier, le coup qui craque, en image. Alors ça, je suis quand même bluffée. Hein. Du céleri, ah ouais. Ah ouais. Et c'est le genre d'exercice que vous faites faire à vos étudiants, ça? Ça en fait partie, bien sûr, le bruitage. D'accord. Parce qu'en fait, dans les films, ils ne cassent pas vraiment des... J'imagine. Bah non, c'est très compliqué. Et du coup, voilà, on trouve des outils moins violents pour le faire. Ok, super. Son numéro 2, peut-être? C'est bientôt l'hiver. C'est l'hiver, je pense. On dirait du papier qu'on déchire? Peut-être. Ah non, une sorte de glissement. Du ski? Ah, oui. Ah oui. C'est-à-dire une brosse avec un tapis brosse, quoi. Yes. Ah ouais, c'est système D à fond. Hein. Yes. Et on a un son numéro 3. Oui. Un peu plus space. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, oui. Ça fait peur. Ça fait un peu peur. Ça, on dirait, je sais pas, une sorte de trompette, machin comme ça. Trompette. Non. Tout est possible, Christelle. Mais moi, Tout je est n'ai possible. pas forcément l'oreille. Ça démontre la force des outils de traitement audio aujourd'hui. Ça, de D'accord. base, Ah ben, c'est intéressant, mais bien sûr. Bah, ça, en fait, c'est un bout de ma voix, d'une voix. répète qu'on a fait, oui, dans laquelle je dis d'accord. D'accord. Oui, ok. On Et pourrait- ça devient ça. Et c'est ce qu'on. Alors ça, techniquement, ça s'appelle comment ça? Du sound design. Là, on est sur du pur sound design, donc on peut juste récupérer mon bout de voix, appliquer plein d'effets dessus, le renderer en audio, et ensuite commencer à venir jouer sur le pitch pour faire toutes les modulations qu'on a pu entendre ensemble. D'accord. Et ça avec des logiciels, j'imagine. Tout à fait. Là, si j'ai pas envie de trop t'en parler parce que ça peut bouffer tout le temps de l'émission, mais bon, c'est un peu des choses aussi qu'on apprend Ok. ici. C'est comme quoi finalement. J'ai envie de dire que le département audio part en live. Ah, on est bien créatifs, ça c'est sûr. Vous êtes très créatifs. En Et tout ça se voit un cas, peu sur nos têtes aussi. c'était je pas pense. facile. Comme quoi, le son c'est vraiment un métier, en tout cas avec des qualités multiples que vous pouvez découvrir ici à la SAE en suivant nos formations. Merci de votre présence, Rami, beaucoup, Christelle. Tom. Je vous laisse repartir et à bientôt à la SAE part en live. La SAE, c'est un campus à Paris, mais c'est aussi des antennes en région, je vous le disais tout à l'heure. Et oui, chers internautes, la SAE se développe. Elle se développe et ouvre des écoles tout près de chez vous. On parle de ça après ces quelques images. SAE part en live. SAE part en live.
Damien. Bonjour Christelle. Bienvenue Bonjour, sur ce plateau de la SAE Parents Live. Ça me fait plaisir de vous voir. En même temps, Guillaume, tu viens pas de si loin, toi, puisque tu viens de Lille. Toi, Damien, c'est un peu plus loin. C'est Toulouse. C'est Toulouse. C'est sud. C'est le sud, avec le bel accent. Le sud le fait mieux. Mais je n'arrive pas à faire l'accent. Moi, je fais le mauvais accent. En tout cas, Guillaume, donc toi, tu es directeur de la SAE à Lille. Damien, directeur de la SAE Toulouse. Et donc, toi, tu diriges Lille après avoir fait une sorte de petit passage à Bruxelles, si je ne m'abuse, comme intervenant, c'est ça? Tout à fait. J'ai eu le plaisir de découvrir SAE Bruxelles en tant que formateur. Et donc, après des activités autour de la musique et du son, j'ai le plaisir de diriger SAE Lille et j'en suis ravi. Ah ben ça se sent. Hein. Là, oui. ça vient du cœur. Hein. Ça Tout vient à fait. du cœur. Et toi, Damien, alors après une carrière dans la musique comme musicien, puis ensuite en maison de disques, et tu as fait de nombreuses tournées. C'est ce qu'on s'est dit avant. C'est impressionnant. En tout cas, tu as rejoint le monde de la formation. Alors pourquoi? Assez naturellement, en définitive, on m'a proposé d'intervenir pour des formations business affaires. D'accord. Liées au monde de l'édition, droit d'auteur, qui est un petit peu mon cœur de métier à la base. Et voilà, ça se fait naturellement. On m'a demandé de plus en plus de choses. Et puis aujourd'hui, je suis directeur de site. Très heureux. Et j'en fais profiter mes étudiants, voilà, ça, avec quand même un réseau développé depuis quelques années quand même. C'est ce que j'allais dire finalement, pour tous les deux, c'est un atout d'avoir exercé dans ces métiers. Alors dans le plateau précédent, on parlait effectivement de la richesse des écoles SAE et de cette capacité à avoir des professionnels qui viennent transmettre leur savoir, mais d'avoir des dirigeants de campus qui ont eux-mêmes exercé et qui exercent peut-être même toujours, on va en parler, dans les métiers, que ce soit de l'audio, du cinéma, de la télé ou de l'audiovisuel. Qu'est-ce que finalement ça vous apporte au quotidien? Qu'est-ce que ça t'apporte toi, Guillaume, dans ta façon de manager ton équipe, de dialoguer avec les étudiants? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir cette connaissance? Déjà pour le choix des formateurs, le choix des formations, c'est vrai qu'on on peut se mettre à la fois à la place des formateurs et à la place des étudiants, mais aussi être pertinent dans le choix de ce qu'on va pouvoir leur proposer. C'est aussi le savoir-faire quelque chose. Le savoir-faire, c'est-à-dire que l'artisanat en lui-même, quand on travaille dans l'audiovisuel, c'est important, mais c'est sûr qu'il y a un savoir-être, toute une culture qui est importante d'intégrer si on veut travailler dans les métiers de l'audiovisuel, c'est vraiment essentiel en effet. Mais c'est ce qu'on voit autour de nous. On a Jérémy qui est steadicammer et qui tourne autour de nous. Il y a plein d'étudiants. On voit que c'est pas finalement si simple et c'est pas mal d'avoir des dirigeants, des équipes pédagogiques qui sont, alors surtout des dirigeants de campus qui comprennent bien ce que font leurs étudiants. Toi, à Toulouse, ça se manifeste de la même manière. C'est un atout pour toi. Tu parlais du réseau. C'est important. C'est ça aussi de pouvoir faire bénéficier de son école, de son propre réseau. C'est très important. C'est un réseau qui est cultivé sur plusieurs années, dans divers secteurs, sous-secteurs. Voilà. C'est faire venir des enseignants, des intervenants, des masterclass, les amener aussi dans des lieux emblématiques, voilà, et leur faire profiter en définitive de structures existantes et qui sont parfois, en tout cas sur le bassin toulousain, qui sont connues. Voilà. Après, je dirais plus généralement que les étudiants ont aussi besoin d'être rassurés, d'être encadrés et de sentir le lien entre l'encadrement et les formateurs. Voilà. Et que tout ça, en fait, constitue une équipe. Il ne faut pas oublier que l'audiovisuel, c'est du travail d'équipe, avant tout et surtout. Mais c'est ce qu'on voit là. Hein. Là, on est en live. On a choisi vraiment de faire cette émission en live parce que c'est vraiment un travail d'équipe entre à la fois les équipes pédagogiques, à la fois des dirigeants de campus, à la fois des professionnels qui sont là pour justement faire en sorte que cet événement se déroule. Donc, tu as raison, ça prend tout son sens, le travail d'équipe, c'est essentiel. Petite question à toi, Guillaume. SAE Lille, quels sont les métiers auxquels vous préparez? Alors, à SAE Lille, on prépare aux métiers, donc, généralement du son, tous les métiers du son, les métiers de l'image, du montage, de la production et de la réalisation-conception de films. D'accord. Ok. Et le bassin lillois, comment justement accueille-t-il, parce qu'on parle d'employabilité, et c'est quand même essentiel quand on fait une école d'audiovisuel ou toute autre école, et d'autant plus une école créative, le but du jeu, c'est quand même de trouver du travail derrière. On sait que c'est un investissement pour les parents, pour les familles, des jeunes qui prennent des prêts, etc. L'ambition, c'est bien sûr de travailler dans ces métiers. Et du coup, le tissu économique lillois, que propose-t-il, en tout cas dans nos métiers ? Alors, le tissu économique lillois propose beaucoup de choses. Je pense aux boîtes de production, télévision, radio, équipements culturels, salles de spectacle. J'en oublie plein d'autres choses, mais en tout cas, c'est vraiment une chance d'avoir une école comme SAE qui propose des formations très pertinentes justement pour
pour permettre aux gens de se former pour répondre à cette demande qui est très forte. En complément, je dirais que Toulouse en fait fournit beaucoup d'entreprises du tertiaire. Oui. On est porté par l'aéronautique également. Donc il y a des boîtes de prod qui sont créées également autour de ça. Donc beaucoup de business dans le corporate. Alors on sait, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus, on sait que c'est pas forcément ce qui fait rêver un étudiant qui décide de faire une école artistique, de se dire tiens je vais faire du corporate et je vais faire du film d'entreprise, alors que ça se démocratise de plus en plus. C'est dans les entreprises, de plus en plus de grosses entreprises ont des services audiovisuels dans lesquels ils ont besoin d'avoir des réalisateurs qui savent écrire, scénariser, monter, tourner. Et ça, vous en faites vraiment le constat dans vos régions réciproques? Complètement. Puis on voit aussi des budgets qui sont alloués aux films corporate, qui aujourd'hui sont massifs et permettent en fait de faire de l'image cinéma en définitive, voilà, avec des moyens qui se rapprochent de ceux du cinéma, évidemment sur des formats plus courts, plus concis, avec une écriture plus précise. Et c'est un super exercice et dans lequel voilà, il y a vraiment du travail. Et c'est tout à fait ce que la nouvelle offre clairement de SAE va proposer, une adaptabilité, on va dire, au bassin d'emploi dans lequel elle se trouve, en fonction des régions. Et éminemment, bien sûr, Paris étant la région, on va dire, en tout cas la ville du cinéma, il est clair que les étudiants qui souhaitent faire du cinéma, de la réalisation télé, audiovisuelle auront la possibilité de le faire sur Paris, mais l'idée c'est qu'effectivement les campus puissent drainer et répondre à des besoins parce que le marché a quand même beaucoup de métiers en tension. On s'en est parlé aussi. Et est-ce que, notamment, tu parlais tout à l'heure des métiers de la production, quel type de jeunes ça attire finalement les métiers de la production post-bac? Ils ne connaissent pas trop ce fonctionnement, ils ne savent pas trop de quoi on parle. Alors, disons que c'est une niche dans l'univers de l'audiovisuel auquel on ne va pas forcément penser. Parce que derrière un tournage, il y a énormément de logistique, il y a de l'intelligence, il y a de l'organisation, il y a beaucoup de choses, et beaucoup de choses à savoir il y a des moyens à maîtriser. Financiers. Il y a des moyens, effectivement. L'argent étant le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, bien sûr. Donc oui, ce n'est pas des métiers forcément de première intention, mais sur lesquels on va retrouver beaucoup de public féminin, notamment. D'accord. Pas que, mais beaucoup. Okay. Voilà. Beaucoup de profils un peu plus littéraires, un peu plus dans les sciences économiques, voilà, qui vont trouver en fait dans la gestion de production, qui est un terme générique, voilà, beaucoup de choses intéressantes à faire. Il ne faut pas non plus s'imaginer que ce soit un travail de bureau, essentiellement. C'est aussi un travail de terrain. Voilà, et dans lequel en fait on participe aux opérations audiovisuelles, tels que les tournages, notamment. Voilà. Alors justement, ça va me faire rebondir, Guillaume, sur une autre question, parce que globalement, les jeunes, lorsqu'ils arrivent à l'époque du bac, pour certains ont un projet de longue haleine, ça fait longtemps qu'ils ont envie de travailler, en tout cas de toucher à ces métiers-là, mais ils se posent beaucoup de questions. Ils se disent, est-ce qu'il faut avoir un bac plutôt littéraire? Est-ce qu'il faut avoir un bac plutôt scientifique? On sait que les métiers du son, il y a de la physique, de l'acoustique, donc ça nécessite d'avoir des compétences peut-être plus mathématiques que d'autres. Alors on sait aussi que pour rentrer à la SAE, il y a un examen d'entrée avec un QCM et aussi un entretien, on va dire, de motivation. Alors justement, quelle est la part entre le motivationnel et ce qui est attendu dans le QCM, en tout cas la répartition? Est-ce que la motivation est plus importante finalement que les bulletins scolaires? Et est-ce qu'il vaut mieux avoir un bac scientifique ou plutôt avoir un parcours plutôt littéraire? Alors, l'un comme l'autre sont très bien, tout dépend du type de métier. Tout le monde n'a pas aussi la chance de savoir dès le début ce qu'il souhaite faire, et c'est vrai qu'en fonction des métiers, les deux sont très bien. Scientifique, c'est super, mais on remarque que parmi les étudiants, il y en a qui ont des bacs plutôt littéraires, généraux, techniques. L'important, par contre, c'est d'avoir l'envie d'apprendre, et c'est vraiment l'essentiel pour travailler dans les métiers, d'apprendre, encore une fois, cet artisanat. L'essentiel, c'est d'avoir envie d'apprendre, de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, et de cultiver ça, d'avoir vraiment cette envie. C'est le plus important. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un bac scientifique. D'accord, c'est pas un prérequis. C'est pas un prérequis, tout à fait. D'accord. Et sur Toulouse, si on fait un peu, je sais pas, une sorte de statistique rapide, vous avez beaucoup plus de matheux ou beaucoup plus de jeunes qui viennent de milieux philo ou... Les bacs technologiques ont quand même pris le dessus, beaucoup, avec les nouvelles filières. Donc effectivement, on a beaucoup de bacs techno. On peut avoir aussi du bac pro, il n'y a pas de problème. Ça peut aussi se faire. Je dirais que, comme on disait tout à l'heure, tous les chemins mènent à l'audiovisuel. Il n'y a pas forcément de prérequis. Ce sont des métiers de passion et dans lesquels des barrières techniques vont être dépassées par l'envie et par l'envie d'apprendre. Voilà. Sachant qu'il y a un rapport directement avec le matériel. Donc voilà, les données numériques, on va pouvoir trouver dedans, on va pouvoir les dépasser. Et alors, quels sont les métiers qui ressortent globalement? Quand vous vous adressez aux jeunes, que ce soit sur un salon, à une journée porte ouverte, qu'est-ce qu'ils veulent faire d'entrée de jeu là? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Réaliser. Réaliser. Avant tout, bien sûr. Après, voilà. Pourquoi réaliser? Ils vous disent ou pas? Disons que c'est l'attrait de la création, c'est l'attrait aussi peut-être d'être devant, d'être en devant de la scène et voilà, de maîtriser un projet. Après, c'est le rôle aussi de la SAE de leur indiquer que... De les guider. Voilà, de les guider et de les guider aussi vers tous les métiers qu'ils n'imaginent pas, qui existent, qui sont là représentés sur ce plateau. Il y a une vraie panoplie. Voilà, une vraie panoplie de métiers et de spécialisation dans l'audiovisuel. Superbe. Et bien sûr, ces bonnes paroles. Merci messieurs pour cet éclairage et toutes ces informations que vous apportez aux jeunes qui nous écoutent. Je ne vous laisse pas repartir tout de suite, par contre, sans avoir participé à la rubrique Soundbox de l'émission. Donc, il s'agit cette fois de découvrir un extrait de film que nous devons reconnaître et donner le titre exact, primo, voilà, et secondo, le nom des acteurs. Voilà. Attention, écoutez, c'est parti. Allez! Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bacalan actif. Eh oui. Alors, merveilleux, je suis un grand fan. Qui se lance, Guillaume? La soupe aux choux, je dirais. Ah oui, Ouais. et les acteurs quand même. Jacques Villeray. Jacques Villeray. Finesse. Oui. Super, on passe au deuxième son. En tout cas, vous êtes doués. Hein. Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Je sais pas, moi, descends. Pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Et pourquoi faire? On va faire un partage. J'ai demandé à ma mère, mais non, ma mère, elle veut pas, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'il y a, ma mère? Putain, il est naze, il a peur de sa mère. Alors, on parle de qui là? Est-ce que tu penses que les jeunes connaissent Les Inconnus? Ah, mais j'en suis certaine. C'est un classique. C'est un classique et en plus qui revient d'ailleurs au devant de la scène puisque on fait un petit clin d'œil à Pascal Légitimus, mais pas que, à Campan et à Bourdon qui sont revenus là récemment, en tout cas nous présenter le film des Inconnus et Pascal Légitimus qui est quelqu'un qu'on connaît assez bien et qui aime beaucoup transmettre aussi aux jeunes, donc c'est aussi intéressant. Allez, troisième extrait. Allez, démarre! Vous êtes 4. Tu sais compter, tu m'épates. Démarre! Règle numéro 1, ne jamais changer le contrat. Le contrat était transport de 3 personnes pour un poids total de 254 kilos. Ouais, maintenant, le contrat a changé. Alors, il y a des règles dans nos métiers, mais il y a aussi des règles dans ce film. Hein. Qu'est-ce que c'est ça, ce film? Ouais, j'ai cru voir un indice en régie, mais... Ouais. Est-ce que tu... Ça se peut, ouais, ça se peut. Ça se peut, hein. Ça se peut. Alors On est sur le transporteur. On est sur le transporteur. Est-ce que c'est votre culture, ça? Vous avez Bien sûr aussi. Ça, tout à fait. Bon, génial. En tout cas, bravo à tous les deux. Merci. Votre culture cinéma est au top. En tout cas, pour moi, la transition est toute trouvée puisque nous allons aborder maintenant la filière cinéma, télévision, audiovisuel. Et j'ai l'honneur d'accueillir un invité d'exception. Il s'agit d'Olivier Mégaton qui nous rejoint après ces quelques images. SAE part en live. SAE part en live. Rebonjour, en tout cas bonjour Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors Olivier, tu es un réalisateur aguerri qui ne compte plus les succès avec des Taken 2, 3, Le Transporteur et plus récemment The Last Day of American Crime. Et tu as signé également de nombreux documentaires. On parlait également de tes courts-métrages et on va y revenir, dont Monster Inside, qui est un très très bon, qui retrace les 24 Faces of Billy Milligan. La route a été longue pour en arriver là. On n'est pas réalisateur à 20 ans, il y en a très très peu. Il faut du temps, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est une méthodologie, c'est un process qu'il faut être devant tous ces une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois pour... donc c'est pas un choix. Et toi, tu n'as pas fait d'école de cinéma. Non. Et justement, comment as-tu réussi à te forger cette culture, à te forger ta technicité Sur le tas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je venais de la peinture, on est venu me voir, quelqu'un qui montait une boîte de prod, et m'a dit « Tiens, on cherche des mecs comme toi, t'as pas une histoire ?» Je suis retourné chez moi, j'ai réfléchi, il n'y a pas d'ordi à l'époque, il n'y a pas tout ça, donc j'ai trouvé une vieille Japi, tu sais, une machine à écrire, et avec des vieux papiers, enfin voilà. J'ai écrit tous mes trucs, enfin là, mes idées, et puis c'est tout pourri, mais bon, voilà. Et puis j'ai eu une idée d'un fait divers. Enfin voilà, il y avait quelque chose de chevillé parce que je racontais une espèce d'injustice que je ressentais par rapport au fait que
Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu tout ça. Et donc, c'était mon premier cours. On l'a déposé au CNC. J'ai fait plein de photos. Le dossier était graffité, c'est-à-dire que chaque dossier était... Et quand les mecs, ils ont reçu ça, ils ont reçu un objet. Personne n'avait jamais fait ça. Donc, tu vois, moi, ça me paraissait logique de le faire. Parce que c'était comme un cadeau que tu leur faisais. Tu leur dis, vous avez lu mon scénario, machin, nanana. Et il y avait des super belles photos. Et en fait, ils l'ont vraiment regardé parce que c'était pour eux un truc unique. Ils ont tous gardé le scénario. J'en ai jamais pu en récupérer un. Il y avait Assayas à l'époque, dans l'aide sélective. Il y avait des gens comme ça. Donc c'est en ça que tu es différent aussi. Et puis dans ce que tu racontes. J'ai fini par tourner donc ce premier cours, pardon. Et puis, au début, c'était dur. J'ai fait des festivals. Je m'en suis pris un peu plein la gueule. Mais en fait, très rapidement, je me suis aperçu que les gens adoraient ou détestaient. Et en fait, dans le cinéma, si on adore et si on déteste, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est comme ça que j'ai eu énormément de prix avec mon premier cours. J'en ai fait un autre, du coup, et un troisième, un quatrième. Puis après, on fait ça avec les bouts de ficelle. On gagne un prix. On prend le prix caméra, on fait un cours avec, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. J'ai la chance que le vidéoclip, à l'époque, était... c'est pas comme maintenant, on avait des budgets de fou, donc j'ai commencé à faire des clips. Ça m'a permis de toucher à du matériel. On voyait des steads, des choses comme ça. On n'avait pas la thune pour un stead dans un cours, donc on faisait ça sur les clips, les grues. Et j'ai appris tout ça, en fait, entre les cours et les clips. Voilà. Et alors, la clé pour toi de cette réussite, on parlait tout à l'heure sur un précédent plateau du savoir-faire, très bien, mais du savoir-être aussi. On peut me raconter ce qu'on veut, il y a 98% de travail, c'est tout. Il faut être un acharné de travail. C'est avec le temps, tous les metteurs en scène te le diront, on est seul quand on fait ce métier. C'est une vraie solitude, la mise en scène. Enfin, on en parle rarement, mais il y a plein de gens autour de nous, mais on est seul, vraiment. Donc, il n'y a rien de misérabiliste, c'est juste qu'il faut l'accepter. Et en fait, il faut avoir la target, c'est juste bosser. Alors, on écrit, on fait plein de choses, on va sur des plateaux, on essaie de voir. On fait plein de choses. Et c'est comme ça qu'on petit à petit, on sait si on a un potentiel, parce que c'est pas nous qui décidons si on est bon ou pas. C'est le timing, la période, des gens. Enfin, c'est un truc, c'est de la chance. On dit toujours, ouais, mais toi, tu as fait des films qui ont marché, mais moi, j'ai pas de. Enfin, oui, j'ai fait mes films, mais après, ça a marché, c'est de la chance. C'était au bon moment. Et on les a enchaînés. Donc, si on les enchaîne à la suite et que ça marche comme ça, c'est que effectivement, on avait on visualisait vraiment bien là où on était. Donc, c'est comme ça. 2 ans plus tard ou 2 ans plus tôt, ça ne aurait pas fonctionné. Donc, il faut être conscient de ça. C'est le travail, l'obstination, et puis une espèce d'abnégation, tu sais, de plein de choses. Voilà, tu peux aimer sortir, mais le problème est que quand tu fais du cinéma, tu t'aperçois très rapidement que tu le payes, quoi, tu vois. Donc il faut être très concentré sur ce que tu fais. Donc c'est vraiment un truc très particulier. C'est pas les paillettes, machin. Il y a des gens qui peut-être arrivent à faire ça comme ça, mais moi je connais pas mal de metteurs en scène aujourd'hui. Il faut avoir un niveau de ouf pour commencer à profiter. C'est un travail d'artisanat un petit peu. C'est de l'artisanat. Tous tes films, tu écris un truc, ça se fait pas, puis t'en as avec un autre, ça se fait pas. En fait, tu passes ta vie et il faut être en acier trempé quand même pour se dire. Tu vois, les gens, tu leur dirais demain, t'arrêtes de bosser, on verra plus tard. Ils vont dire, non, moi j'ai un CDD, ou j'ai un CDI, ou j'ai ceci, ou non, au revoir. C'est ça le cinéma en fait. Et tu travailles tous les formats, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu vas faire du court, tu fais du long, tu as fait du clip. Là, c'est logique. Court, clip, à l'époque c'était logique. Après les pubs, petit à petit, mais comme j'ai eu des films très durs, premier film interdit aux moins de 16 ans, moi j'en ai eu 5 courts-métrages interdits aux moins de 16 ans, donc premier film interdit aux moins de 16 ans. C'est quand même assez rare. Écoute, j'ai dû attirer la foudre plusieurs fois. Et donc du coup, t'arrives dans la pub, c'est pas trop leur truc, quoi. Tu vois. En plus, j'ai fait quelque chose de très arty. Tous les chefs-op, les designers à qui j'ai bossé, c'est des images très, comme je viens de la peinture, des trucs très très esthétiques, très picturales, des images très picturales. Et c'est pour ça que, en France, on n'est pas trop dans ce délire-là. Tu sais, on est dans... Donc en fait, ça n'a pas été simple, tous les jours. Mais non, voilà, ça passe. Mais tous les formats, non. J'ai fait du docu un moment parce que j'adorais la danse, donc j'ai fait un truc sur la danse. C'est un truc qui me paraissait hallucinant. Voilà, puis de fil en aiguille, tu fais un autre truc. Puis en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et puis si tu as la chance de toucher, toi, j'ai eu des cours qui ont cartonné dans le monde entier, donc c'est de la chance. On fait pour Arte Forte Tête. Tu as 3 bobines de 4 minutes 22, un mec face caméra, un truc écrit, et tu tournes ça, et tu te dis comment les mecs vont pouvoir kiffer ça. Ça a fait le tour du monde. Tout mon rose, le film de danse avec Montalvo, c'est pareil.
des fois, tu touches le truc, mais ça raconte quelque chose. Les gens avec qui tu montes tes courts-métrages, aujourd'hui, les gens, ils sont trop sur des banalités parce ils pensent qu'ils n'ont pas le droit, mais ils ont le droit. Et s'ils le font pas maintenant, ils le feront jamais. Donc il faut oser dans ces métiers. Il faut faire les choses, oser, et c'est pas parce qu'on parle de grandes causes, l'écologie, la cause. Enfin, non, c'est pas ça les grandes causes. Des fois, c'est des petites gens, c'est pas des films uniquement sociaux, c'est des trucs personnels qu'on a vécu, des choses comme ça. C'est ça le cinéma. Tu as dirigé aussi de très grands acteurs, de très grands comédiens. Comment as-tu acquis cette technique? Parce que ça n'est pas simple. C'est pas simple. Au début, quand je faisais les cours, en fait, les courts-métrages, je répétais beaucoup parce que voilà, les comédiens, moi, je savais pas, j'ai pas fait des cours de théâtre, j'ai pas fait tout ça, donc il faut leur parler et comment leur parler, comment leur dire. Donc en fait, c'est super simple. Tu répètes, puis à un moment, c'est fluide, voilà. Et ils savent où tu vas, voilà. Et au bout d'un moment, tu rencontres plein de profils de comédiens différents parce que chaque comédien est différent et en fait, tu travailles pas de la même façon. Donc tu penses y être arrivé, et puis un jour, bing, tu te retrouves avec un Jason Statham qui est une star et qui est relou, parce que ceci, c'est vrai. Donc en fait, tu dois trouver le système pour arriver à communiquer avec lui. Donc tu le trouves, puisque à la sortie, tu es obligé. Et puis voilà, et ainsi de suite. Donc et après, il y a des gens qui sont plus faciles, et puis il y a des gens plus compliqués. Mais c'est ton métier, c'est la base de ton métier. Raconter des histoires, et puis surtout amener de l'émotion sur un film. Si tu sais pas faire ça, il faut faire autre chose. Donc voilà. Et du coup, moi, j'ai découvert ça petit à petit. Ça n'a pas été toujours facile. Tu te prends des belles taouas de temps en temps, mais t'apprends super vite, quoi, tu vois. Et après, tu refais pas la même erreur la fois d'après. Justement, c'est l'occasion pour voir quelques extraits que tu as eu la gentillesse de nous amener. On regarde. SAE part en live. SAE part en live. Sir, back away now! I didn't do this. Put your hands up, now! When I finished Taken 2, I swore and we swear together with Liam, saying, okay, never again. Wanted for murder. Suspect's name, Brian Mills. So in Taken 3, no one gets taken. I read the script and I had to admit that there was something totally new and there was a new challenge. I was excited to come back for a third one. The entire movie is taking place in Los Angeles. You know, in this one, Brian Mills loses someone very close to him, but he still has to fight for the people he loves. My job is to bring you in and let the law take its course. That's it. In this one, it feels a little bit more like a bit of a fugitive. It's a kind of do or die situation, I think, for Brian Mills. Brian in Taken 3 is much more endangered. There are things I've done in my life, and I was always ready to face the consequences, to protect my family. He has to rely on every possible skill he may have used in the first two films, and then some for the third. What are you going to do? I'm going to finish this. We try to pull the movie to the Bourne level. I'm just really impressed with the script and what they came up with. We've been so blown away. It's 103. Suspect's gone. The new thing in this one is that I had the Forest Whitaker, so we had a real third power. 23, he joined Special Forces. He's our man. Frank Dassler is an inspector in Los Angeles. This character, really changed everything. In this new story, there is something really new. It's a rebirth of style. It's a rebirth in terms of directing. So many movies are very, very good today, and that the audience needs to have much more. So what's the plan? The plan is to make sure my daughter's safe. And then we put everything in this movie to make something better, different, more surprising. They'll find you, and they'll stop you. Good luck. Impressionnant, quelle abnégation. On se rend compte quand même quand on connaît un peu le métier, on se rend pas compte de l'énergie pour réaliser un film de cette envergure et la somme, j'imagine, de problèmes auxquels tu as dû être confronté. Oui, l'énergie, c'est peu dire. C'est vraiment peu dire. Parce que c'est là, pour le coup, quand tu fais des films comme ça, tu as des très grosses équipes. Et là, t'es dans une ruche, quoi, tu vois. Et donc, toi, t'as pas une seconde pour avoir une réflexion sur quoi que ce soit. Et donc,
Et là, pour que tu parles de la médiation, c'est vraiment ça. C'est vraiment, t'es dans l'ermitage, hein, parce que combien de personnes, tu vois, ne serait-ce que d'aller pisser dans la journée, tu te poses même pas la question, tu peux pas. Donc en fait, c'est voilà, sur la scène de l'autoroute, il y a 480 personnes, je crois. Ah oui. Donc c'est un village que tu as derrière toi, tu vois. Donc tout doit rouler à la perfection. Donc bon, après tu es bien entouré hein, aussi, mais moi je cadre tout. Tu le vois d'ailleurs dans tous les plans. Hein, donc je suis projet comédien, j'aime bien voilà, avoir cette espèce de proximité parce que c'est la moindre des choses. Et puis quand je suis avec eux, on partage vraiment et du coup ils se sentent portés. Et c'est quand même beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus logique que d'être dans un siège assis à 150 mètres. Et cette scène, c'est combien d'heures de tournage à peu près? Combien de répétitions? La scène de l'autoroute? De l'autoroute, oui. C'est très complexe d'expliquer ça parce que c'est 2 week-ends sur un vrai autoroute à Los Angeles, parce qu'on est tourné en vrai. Donc c'est 2 week-ends où on fait les grosses actions. Après on a été un week-end sur une espèce de parking monumental à Pasadena, super loin. Et après on a retourné plein de trucs d'effets spéciaux, des choses comme ça. Voilà. Donc globalement sur les grosses scènes avec une grosse équipe, c'est 3 week-ends, donc c'est une semaine de tournage. Mais après il y a des millions et des millions de plans, de trucs, d'inserts, de tout comme ça que tu tournes tout le long du film. C'est-à-dire que quand on voit la scène, celle-là, bah il faut savoir qu'on a tourné à Paris des choses, on a tourné partout dans le monde, à Atlanta, on a tourné. Et puis il y a des fois, bah, tu retournes l'intérieur de la voiture à Atlanta parce que, oui, ou parce que t'as pas le temps. LA, ça coûte 2 fois et demi le prix d'Atlanta et 5 fois le prix de la France. Donc en fait, tu tournes très peu de choses, quoi. Donc c'est aussi d'économie. Le cinéma, c'est de l'économie. C'est-à-dire que les gens, ils vont voir tes films et ça marche. Tu vas refaire des films et le cinéma fonctionne. Si personne ne va au cinéma, le cinéma s'arrête. Voilà, donc on l'a vu et on le voit dernièrement, quoi, tu vois. Et la pression est forte, justement. C'est une question que je me posais parce qu'on connaît le cinéma français, la place du réalisateur. C'est un peu différent aux États-Unis. Le fonctionnement est différent. Quand tu fais des films plus, on va dire, avec moins de budget, tu as moins de pression. Mais tu en as toujours de la pression parce que c'est toi qui te mets la pression là où tu veux la mettre. Tu peux avoir la pression avec 4 personnes, tu vois. C'est pas parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a des stars que la pression elle est différente. C'est un peu la même chose. Après, tu as des cons, hein, tu tombes sur un con, bon bah voilà, tu te le travailles, que ce soit un petit film, un gros film, c'est comme ça. Mais non, il n'y a pas de. Après, tu sais, tu t'adaptes. Hein. Quand je fais un docu, je peux avoir plus de pression que sur un film, et plus d'emmerde d'ailleurs. Donc, tu vois, j'ai fait Last Days, American Crime en Afrique du Sud. T'es en Afrique du Sud, ça craint, c'est très dangereux. T'es à Johannesburg, tu tournes tout le temps, et on a tourné 2 mois là-bas. Et ben en fait, c'est le film qui s'est le mieux passé de toute ma carrière. Donc en fait, il n'y a pas de, t'as pas de règles, tu vois. Alors oui, c'est compliqué, il y a plein de choses compliquées. Oui, il y a tout le monde s'est fait braquer au moins une fois. Enfin, oui, c'est compliqué à ce niveau-là. Mais en fait, bizarrement, le film s'est fait vachement, avec plus de détente, parce que tu sais que tu es dans un endroit qui est tendu, qui a une histoire, voilà. Donc en fait, les gens ils amènent pas du pathos en plus, quoi, et du drame en plus, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Mais un docu, par exemple, j'ai fait un docu, ça peut être des drames, hein, des fois, parce que c'est toujours des problèmes humains. Le cinéma, c'est des humains qui font des choses avec des humains, pour des humains. Donc ça restera toujours quelque chose d'organique, hein, et il faut pas se tromper. La technique, moi, je l'ai intégrée rapidement pour mieux l'oublier et pour pouvoir me dire oui, je sais j'ai su charger une caméra tout de suite, je sais comment fonctionne tout, changer une optique, ainsi de suite. Même si c'est pas mon métier, parce que si l'assistant il est parti, on peut pas perdre de temps, on le fait, bing. Donc, voilà, c'est organique, c'est humain. Faut jamais se sortir ça du crâne. Et on fait ça pour des gens. Donc si on a trop d'ego, les gens ils y vont pas, ils sentent qu'il n'y a pas de partage. Voilà, il faut partager les choses et c'est ça qui est intéressant. C'est important, c'est vrai, c'est un métier de partage et c'est aussi un métier de réseau. Alors on a beaucoup de jeunes souvent qui nous disent oui, mais alors bon, le piston, le réseau, comment on crée son réseau? Comment tu crées toi-même. Déjà, il n'y a pas de piston, le piston ça dure pas. J'ai toujours l'exemple, il y a un metteur en scène qui est connu, qui a commencé en même temps que toute la bande, Gaspard, Yann, tout ça, et qui avait plus de facilité que les autres, il n'a pas été plus loin que les autres. Donc en fait, à un moment ou à un autre, c'est ta réalité, elle te rattrape, ton potentiel te rattrape, ton talent te rattrape, et il y a un moment, tu es au même niveau que tout le monde. Donc ça change rien. Les réseaux, tu les fais partout dans les festivals. Quand tu as fait un cours, quand tu es dans une école, tu le fais dans l'école, tu regardes les gens autour de toi, au lieu de faire des petits groupes, tu essaies d'échanger, tu essaies de travailler avec tout le monde.
c'est comme ça que s'il y en a un qui réussit plus que les autres, parce qu'il y en a toujours qui sont plus doués, il faut l'accepter. C'est comme ça. Il y en a, ils ont ça dans le sang. C'est comme ça. Il faut être avec lui ou faut suivre. C'est aussi ça le réseau, c'est le nez que tu peux avoir en te disant je suis au bon endroit. Voilà, et puis c'est se cultiver, c'est aller voir des films, c'est être dans les bons trucs, dans les avant-premières. Mais les festivals, c'est là où je me suis fait moi le plus de réseau, parce que j'ai rencontré le monde du long métrage dans les festivals en faisant des courts métrages. Je me suis retrouvé avec Mike Newell par exemple à être à Valenciennes en jury avec lui. Moi j'avais fait des cours uniquement. Le mec, bon, il a fait Harry Potter, des trucs comme ça. Enfin, toi, tu dis, c'est comme ça. Tout le monde me considérait comme un réalisateur de long parce que j'ai fait beaucoup de cours. Et que voilà, il y avait cette présence et il y avait ce style très particulier. Donc ils disaient tous, ouais, mais lui, le jour où il fera un film, c'est tellement particulier que. Donc c'est tout. Il faut travailler sa particularité et c'est tout. Mais je dis encore une fois, attention, c'est un boulot de monstre. C'est plus de famille, plus d'amis, plus rien. Enfin voilà, on les a, mais voilà, on les voit plus. Non, on n'arrive pas. À jongler. Non, c'est pas rêver. On ne jongle pas. C'est notre métier qui nous prend notre énergie, donc c'est comme ça. Et si on veut pas de ça, il faut faire autre chose. C'est clair. Très bien. Et en tout cas, malgré toute cette charge de travail et ton agenda billard rempli, c'est un plaisir en plus de faire du cinéma. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que on sent que même avec ça t'anime toujours, quoi. Et oui. En plus, on a cette chance que tu transmettes, parce que tu transmets beaucoup. Tu rencontres des comédiens, tu rencontres plein de gens, c'est des expériences différentes. Et chaque fois, en fait, on se parle de notre cuisine, quoi. Comment t'as fait ça, et la cagoule dans tes cannes, comment, pourquoi. Et maintenant, tout le monde le fait comme ça. Tu me dis, ouais, t'as pas les boules quand tu vois. Je dis non, pourquoi j'aurais les boules? Moi, j'ai trouvé le système. Les gens, derrière, ils font la même chose. Je trouve que c'est génial. Enfin, super, mais, ouais, pourquoi j'aurais. Enfin, c'est ça, il faut se dire que c'est un échange et que. Quand on se voit avec des metteurs en scène, on parle cuisine, nous, on se dit, on parle de caméra, on parle de gens, on parle de façon de faire les choses, on parle cuisine, donc on est des geeks de notre propre métier. Après, voilà, c'est pas hyper technologique ce qu'on a comme matériel, mais tu poses plein de questions parce que il y a des choses qui t'ont tellement, touché ou que tu poses et c'est comme ça que tout de suite, bing, tu discutes. Enfin, tu vois, on était avec Gaspard, comme tout le monde, on était en train de parler de choses, les gens ils disaient mais mais c'est comme ça parce que c'est notre on est tous comme ça, tu vois, on est tous comme ça. Et la suite, c'est quoi alors? J'ai eu la chance de faire de la American Crime pour Netflix. Juste après, j'ai fait Monsters Inside, une série de 4 docus, donc c'est long, c'est bien lourd à faire, c'est bien compliqué. Donc pendant un an, j'ai redéveloppé des scripts parce que il faut relancer la machine. Il y a eu le Covid qui nous a un peu impacté, mais bon, j'ai fait la post-prod pendant, donc j'ai pas été super impacté, donc mon timing était plutôt bon. Et maintenant, voilà, on est en train, je suis reparti en écriture sur d'autres choses encore, mais on est en train de financer, de caster, et on verra. Le monde est compliqué en ce moment, donc il faut s'adapter. Il faut être patient, il faut s'adapter, il faut essayer de faire autre chose sans oublier que la chose importante c'est de faire du cinéma pour toi et c'est tout. C'est pour ça que je fais des docus. C'est pour ça que il faut pas être impatient en fait. Mais je pense que tu as bien raison de dire ça parce qu'il faut persévérer et je pense que c'est ce que les jeunes aussi doivent garder en tête. Oui. Travailler et persévérer. Il faut se rendre compte du degré de travail. Il faut vraiment. C'est dommage, mais il faudrait, si passer une journée ou une semaine, ils se diraient, mais c'est des malades mentaux ces gens. Parce que c'est vrai, mais si on n'a pas cette addiction-là, si on n'a pas cette foi, ça sert à rien parce que les gens vont être frustrés. Et voilà, donc il faut vraiment être clair avec soi-même aussi, se dire, je suis prêt à quoi? Je suis prêt à quoi c'est pour y aller. C'est vraiment une mission une mission d'abnégation, ainsi de suite, et puis une passion. Il faut être ultra passionné parce qu'on s'en prend plein la gueule tout le temps. T'es l'unique responsable de ton film. Tu vois, voilà, donc il faut être. En tout cas, j'ai eu la chance moi de te voir à l'œuvre sur une transmission lors d'un workshop avec des étudiants, et il y a quelque chose que j'ai retenu de ça, c'est que c'est du 8h, 18h, pas de pause déjeuner, on bosse. Et ça. Oui, et puis si on avait pu faire 7h, 20h, on l'aurait fait, mais on a du matériel, vous avez du matériel, il ne faut pas compter, il faut, moi j'ai passé mon temps à récupérer à droite à gauche, à tourner des cours pendant les week-ends, c'est ça notre métier, il ne faut pas rêver, donc
quand on arrive et qu'on fait un long métrage, il y a une économie. L'économie, il y a des lois, il y a des machins. En France, pas plus de 49 heures par semaine. Après, il y a les heures d'îlée. Enfin, c'est parce que la France est un des pays les plus protégés socialement, ainsi de suite. Mais voilà, il faut se réadapter. Quand tu viens des États-Unis, que tu tournes 12 à 14 heures, tu arrives en France et que tu tournes, on va dire, 10 heures par jour, à la fin de la semaine, tu as perdu 4 heures. Quoi, tu vois. Donc en fait, il faut réadapter. On bosse très vite aussi. Ici, il y a plein de choses que tu réadaptes de façon à... Gérer son temps. Non, c'est vraiment ça. Dès que tu peux pousser jusqu'au bout, tu pousses jusqu'au bout. Tu vois, un plan en plus, tu le fais, bing. C'est la règle. Voilà, c'est tout, Super. C'est pas là pour être poli. C'est là-haut, il va pas t'attendre avec un grand cahier en te disant tiens, c'est sûr. T'as pas respecté le plan de travail. C'est sûr. Merci Olivier. Merci à toi. Tu restes avec nous. Je te présente Johan, qui représente ici le service des admissions de l'école. Donc Johan n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe avec lui d'ailleurs. Alors bonjour Johan. Olivier le disait tout à l'heure, c'est aujourd'hui une chance en tout cas d'avoir des écoles qui forment à ces métiers du cinéma. Alors si un étudiant, Johan, veut s'inscrire à la SAE, comment doit-il procéder ? C'est simple en fait. Déjà, il faut prendre contact avec nous. Donc pour nous contacter, c'est simple, vous pouvez aller sur le site ou alors directement sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, ou directement nous appeler ou remplir une sorte de formulaire pour qu'on puisse vous recontacter par la suite. Après, pour s'inscrire, ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, il faut identifier ce que vous voulez vraiment faire en tant qu'étudiant, enfin professionnellement parlant. Est-ce que le but c'est de partir sur du film, partir sur de l'audio, devenir ingénieur du son, dans quel domaine? Voilà, donc il faut un peu identifier tout ça. Ça passe en général par une sorte d'entretien, une visite de l'établissement qu'on fait soit avec moi, soit avec mon collègue. Et ensuite, l'admission se fait sur test d'entrée et sur entretien individuel, voilà, qui se passeront en général avec le responsable de formation. Et par la suite, on valide l'admission donc avec le processus habituel, administratif, du contrat. Donc c'est la motivation qui compte quand même beaucoup. Hein. Oui, en fait, voilà, si vous voulez... malgré le test d'entrée et tout le reste, la motivation reste vraiment essentielle, en fait, quoi qu'il en soit, puisque on a des personnes qui viennent de différents horizons, qui ont plus ou moins de pratique, et il va falloir faire preuve d'énormément de motivation, comme ils viennent de le dire, comme Olivier vient de le dire, en fait. C'est beaucoup de patience, beaucoup de travail, et forcément, il va falloir s'accrocher pour obtenir l'objectif, pour au moins atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au début. Super. Eh ben, merci beaucoup, Johan, pour toutes ces informations que vous pouvez retrouver sur www.sae.edu. Olivier, merci. Merci beaucoup de t'être déplacé, de nous avoir accordé tout ce temps vraiment précieux. Non, un plaisir. Je pense que c'est important aussi pour nos étudiants de bien comprendre, en tout cas, les enjeux, ce à quoi ils se prédestinent, parce que c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et tant qu'ils ont la niaque, tant qu'ils ont envie, je pense que normalement c'est faisable, mais il faut travailler. Très bien. Et ben pour quitter ce plateau, en tout cas, sur ces belles paroles, avec tout ce qu'on vient de se dire, avec ce SAE part en live, est-ce que tu pourrais, Olivier, moi je serais très curieuse de savoir comment on fait une sortie de plateau. Comment un réal guide un comédien pour qu'il sorte d'un plateau, je sais pas, élégamment, je sais pas. En fait, c'est pas tant le comédien. L'idée, c'est que la première chose que tu fais quand tu arrives sur un plateau, tu dis, tu fais, avec les comédiens, tu fais ce qu'on appelle un placement. Tu vas de là, là, puis après, en général, tu as répété avec eux, tu sais ce qu'ils font là. Et après, tu fais une mécanique, c'est-à-dire que tu fais qu'avec les comédiens, puis après, tu demandes au cadreur de venir et tu montres pour la lumière, le chef-op, ainsi de suite. Et puis le cadreur, où est-ce que ça va se passer? Bon, moi je cadre, donc c'est vite fait. Et à partir de là, effectivement, tu as l'humain qui se déplace dans l'espace, tous les problèmes techniques à gérer, et puis voilà, toi, comment tu vas faire ton mouvement, tu vois que ce soit... c'est étape par étape. C'est toujours, le cinéma, c'est des étapes, c'est que des étapes. Tu fais jamais les choses en même temps, c'est toujours des étapes. Et à partir de là, tu répètes une fois, deux fois, trois fois, donc c'est ce que tu voudrais faire, allez, c'est ce qu'on va faire. Allez, on y va. Là, tu vas passer derrière moi parce qu'en fait, à un moment, tu as disparu, je vais te masquer. Okay. Et donc, du coup, on a Jérémy qui va nous suivre avec son Steadicam. Qui va nous suivre avec son Steadicam et tu vas passer légèrement devant moi sans me masquer, c'est-à-dire sans te mettre. D'accord. Voilà, il va reculer tranquillement. Et puis moi, je fais attention toi de rester comme ça, de regarder toujours l'optique. Ok. Parce que si je passe comme ça, on ne voit plus. D'accord. Et que si je suis comme ça, on voit. Donc voilà. Très bien. Voilà. Eh bien, super, on sort. Je suis un peu figée, c'est un peu dur. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir. Il faut respirer. Alors, merci de nous avoir suivis sur cette émission SAE part en live. Merci beaucoup, Olivier, pour ta présence.
Je remercie toutes les équipes vraiment pour leur présence, les équipes de la SAE, les équipes d'AD Éducation, le réalisateur de cette émission, Maxime, et à très bientôt pour une prochaine de la SAE Parents Live. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Là, t'étais bien dans le noir, je pense. Là.